Bonjour à toutes et à tous. Alors hier, on a beaucoup parlé de l'histoire de l'hôpital qui s'est créée autour de la prise en charge des indigents, des exclus. On a vu au cours de la journée d'hier et aujourd'hui que finalement, l'hôpital a aujourd'hui aussi d'autres fonctions et de plus en plus spécialisées. Et donc nous allons dans cette session, avant le déjeuner, parler de comment est-ce qu'aujourd'hui les personnes les plus précaires, les plus exclues sont accueillies à l'hôpital et en dehors aussi, et comment essayer de faire en sorte que l'hôpital marche sur ses deux jambes, à la fois proposer une médecine de pointe qui est et scientifiquement et médicalement la plus poussée, la plus avancée possible, et en même temps permettre aussi à tous et à toutes, et en particulier à des publics marginalisés qui ont des difficultés d'accès aux soins, d'y être accueillis et soignés aussi. Donc nous allons commencer par Jérémy Coigny, qui est médecin généraliste, enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille et qui exerce à la fois en maison pluriprofessionnelle et à l'hôpital. Merci. Oui, à l'hôpital en permanence d'accès aux soins de santé que je vais vous présenter. Donc merci de l'invitation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers collègues, chers confrères, chères consoeurs. Une première diapositive pour vous présenter un peu quelle est la source, quel est le sens qu'on essaie de donner à notre métier et de ce qu'on va essayer de vous transmettre maintenant et tout de suite. Donc, je suis médecin généraliste et j'exerce à la fois en permanence d'accès aux soins de santé. Là, vous voyez à gauche une unité mobile où nous intervenons directement à Marseille, là où les personnes s'enregistrent et demandent l'asile et donc du coup n'ont pas accès au système ambulatoire, à la médecine de ville, puisqu'ils n'ont pas d'assurance maladie quand ils arrivent. On les fait des premières évaluations et on les soigne jusqu'à l'acquisition de l'assurance maladie. Et donc là, vous avez à droite une maison de santé pluriprofessionnelle, donc de ville, conventionnée avec l'université, avec un projet qui est également porté par et pour les populations vulnérables, avec donc une équipe pluriprofessionnelle, psychologue, médiation en santé, assistante sociale. Vous voyez là une des Olympiades qui ont été organisées l'été dernier par une assistante sociale de la maison de santé, qui ont permis à des enfants de Marseille de découvrir un parc municipal. On est confronté du coup tous les jours et toutes les semaines à des histoires de vie qui sont assez traumatisantes et sur lesquelles on essaye d'avoir un impact et de transformer les choses. Et une des manières d'essayer d'impacter, c'est de faire de la recherche. Donc juste un mot pour dire que du coup, de ces activités ont conduit des travaux de recherche, dont un qui a été publié en septembre 2023 dans The Lancet Regional Health sur l'incidence des violences sexuelles subies en France par les demandeuses d'asile, qui a été repris par Le Monde en septembre 2023 avec un documentaire qui va être diffusé prochainement dans la case infrarouge sur France 2. Donc, quel est le postulat de base ? Les personnes en situation de précarité, les populations vulnérables, elles ont une triple peine. Elles sont en plus mauvais état de santé que la population générale, donc une surmorbidité. Elles sous-utilisent les services de santé. Je me permets juste une petite pause pour dire que là, du coup, dans l'Assemblée, on n'a que des érudits, donc il n'y a personne qui nous dira que les personnes qui ont la CSS ou l'aide médicale d'État surconsultent, parce qu'en fait, c'est décrit que c'est faux. Et la troisième peine, c'est la surexposition aux violences sexuelles, puisque la violence étant la résultante d'un processus de domination, aujourd'hui, il y a des prédateurs et des personnes qui remarquent des situations de vulnérabilité pour entrer dans une relation asymétrique et dont la résultante finale est la violence sexuelle. Donc ça aussi, c'est publié et décrit. Quelle réponse de notre système de santé et quelle réponse des hôpitaux ? En 1998, le législateur a souhaité apporter une réponse du coup hospitalière et donc la création des unités de permanence d'accès aux soins de santé qui sont des services à destination des personnes en situation de précarité. Concrètement,
répondre à l'ensemble des besoins des personnes en situation de précarité réduite à une seule unité, c'est quelque chose de vain. Donc le périmètre a été reprécisé et donc il s'agit de répondre aux besoins de santé des personnes qui n'ont pas accès au droit commun et pas accès à la médecine de ville et donc qui n'ont pas d'assurance maladie, jusqu'au recouvrement de leurs droits. Il ne s'agit pas de suivre des personnes pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais de faire en sorte qu'ensuite elles soient intégrées dans le système de droit commun. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces permanences d'accès aux soins de santé? Donc il y a des consultations médicales, des entretiens infirmiers, entretiens sociaux, la médiation en santé, de l'interprétariat en santé et également des dispositifs d'aller vers, d'équipes mobiles qui permettent d'aller au-devant des besoins en santé des populations là où elles sont et de ne pas attendre que la demande soit formalisée et facilement accessible. Mais à travers ces unités, qu'est-ce qui se joue dans la relation de soins auprès des populations en situation de précarité? Il y a plusieurs définitions de la précarité. Celle que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est celle de Jean Furtos, qui est un psychiatre qui a consacré sa vie aux populations vulnérables, qui explique que la précarité, c'est la perte de confiance en soi, en l'autre et en l'avenir. Avec des mécanismes d'auto-exclusion. Et donc on sous-utilise, on sous-consulte, parce qu'on n'a pas confiance en sa capacité à recouvrer sa santé, on n'a pas confiance en l'autre pour qu'il nous aide à recouvrir la santé, et on n'a pas confiance en un avenir avec un état de santé meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est bien de ça que nos patients et nos patientes meurent, c'est de la perte de cet élan vital et de ce désir de vivre, et c'est ça qu'on essaye de très humblement reconstruire dans la relation. En tout cas, c'est ça qui se joue. Avoir envie de vivre. Et donc, comment on fait? On se fonde sur la demande de l'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de discours sur l'autre, pour essayer que l'autre recouvre sa confiance. On part de sa demande. Puisque dans ces situations-là, il y a des problématiques médicaux, sociales, psychologiques, administratives qui s'intriquent, qui sont complexes, qui sont multiples. Et donc, on démarre par « Qu'est-ce que vous attendez de moi? Pourquoi vous venez nous consulter aujourd'hui ?» Donc ça, c'est l'état des lieux. Maintenant, la question, c'est l'hôpital du futur. Alors, avant de poser une première question pour les prochaines années, juste encore un état des lieux. Il y a 3 mois, Organisation mondiale de la santé, les soins de santé primaires représentent le moyen le plus inclusif, équitable, économique et efficace d'améliorer la santé physique et mentale des populations. Qu'est-ce que les soins primaires? Les soins primaires, c'est la porte d'entrée dans un système de santé. Donc le droit commun, c'est la ville, c'est le dispositif médecin traitant. Quand on n'y a pas accès, c'est les hôpitaux, les PASS, à défaut, les services d'accueil des urgences. Donc si on veut améliorer la santé physique et mentale des populations, et a fortiori les populations vulnérables, on investit dans les soins primaires. Et donc vous avez à droite le carré de White qui rappelle cette humilité. Sur 1000 personnes qui font face à un problème de santé, il y en a 5 qui sont hospitalisées dans un CHU. Et pourtant, comme dirait Charles Aznavour, Inspection générale des affaires sanitaires, les PASS restent insuffisamment intégrés au fonctionnement global des établissements avec une implication variable des services hospitaliers. Donc, je vous ai présenté un fonctionnement de la PASS à Marseille avec des médecins, mais il doit y avoir un tiers des PASS qui n'a pas de personnel médical en son sein. Et ceci, ça pose une double difficulté. Elle pose également la question médico-économique. Je vous présente en exclusivité des premiers résultats qui seront publiés en 2026 sur l'impact des dispositifs PASS sur le taux de réhospitalisation. Donc investir dans les soins primaires et dans les PASS, non seulement ça permet aux populations vulnérables de recouvrer la santé, mais en plus ça coûte moins cher à la collectivité, puisqu'on réduit les réhospitalisations, on réduit la durée moyenne des séjours et on réduit le tarif des séjours. Qu'allons-nous faire de ces données?
je parle des passes, la prise en compte et la prise en soin des populations vulnérables à l'hôpital ne repose pas que sur les passes. Les services sociaux hospitaliers. Il existe des dispositifs de suspension de facturation pour les personnes hospitalisées avec les services sociaux hospitaliers qui peuvent enclencher ces dispositifs et qui parfois ne le sont pas. La compréhension aussi des collègues et des confrères concernant les mécanismes de la demande de soins, le fait de se rendre accessible, une personne qui ne parle pas français, qui dort dehors, qui subit des violences, si la prise de rendez-vous elle est compliquée d'accès avec des délais de 8, 9, 10 mois, forcément la personne n'aura pas accès aux soins. Et également le recours à l'interprétariat qui fait partie des critères de certification des hôpitaux. Les bureaux des entrées, avec les enregistrements au service d'accueil des urgences, c'est encore une fois des personnes des mécanismes de suspension de facturation au passage aux urgences qui ne sont pas enclenchés, alors que la personne peut y avoir droit et accès. In fine, la personne reçoit une facture, elle n'est pas solvable, elle ne paye pas, mais par contre c'est dramatique dans le parcours de soins parce que du coup, perte de confiance en l'avenir, elle ne va pas reconsulter si jamais derrière elle reçoit une facture qu'elle ne peut pas payer. Il ne s'agit pas que de questions éthiques et médico-économiques, mais ce que nous voulons, c'est même pas que ce que nous voulons, c'est que ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que le projet que nous portons pour les populations vulnérables, je pense, nous définit en tant que société. Et elle dépend de volonté politique. Et donc c'est la question que nous pouvons nous poser. Quel projet hospitalier souhaitons-nous pour et avec les populations vulnérables ? Je me permets un petit matraquage, vous allez comprendre pourquoi. Sur l'aspect médico-économique et les soins primaires. Ne pas assurer un accès à soins primaires à des personnes en situation de précarité conduit in fine la société à devoir assumer des dépenses plus importantes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Inspection générale des finances, 2019. Mais aujourd'hui, j'ai entendu mon confrère parler du débat politique qui n'est pas fondé sur les preuves. Que ferons-nous, soignants et chers collègues, si demain, une personne souhaite siffler la fin de la récréation et supprimer l'aide médicale d'État? Ça aura un impact sur nos organisations et comment nous, on va se positionner en tant que personne, en tant que soignant et en tant que collectif. Cette citation est bien réelle, hein. Cette phrase a été prononcée. Et donc le socle commun de la médecine d'aujourd'hui, c'est la médecine fondée sur les preuves. À quand des décisions fondées sur les preuves? Et donc là, vous avez quelque chose de très concret qui est recommandé par la DGOS en 2022, qui est le fait de mettre à minima un médecin, un assistant de service social et un infirmier dans toutes les passes. Objectif qui est souhaitable mais pas réalisé encore aujourd'hui. Et c'est en se posant les questions de qu'est-ce que nous voulons à l'avenir qu'on pourra prendre des décisions ici et maintenant. Pour finir, j'apprends à personne que le monde est instable. On va être confronté à des choix. Et donc ce que je veux juste vous partager et finir par là, chers confrères, chers consoeurs, chers collègues, continuons dans cette instabilité à tenter, à braver, à persister, à persévérer, à être fidèles à nous-mêmes, prenons à corps le destin, étonnons la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait, affrontons la puissance injuste, insultons la victoire ivre, tenons bon, tenons tête. Voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et de la lumière qui les électrise, Victor Hugo. Je vous remercie.